Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, touching! Jack Miller nudging him wide as well. Miller and Mir, side to side, they race into each other. The checkered flag is out. It's Zarco versus Martin for second, but the race winner tonight, no questions about it. And stunner from Fabio Quartararo to win, and the battle for second is close, but it goes to Zarco. Salut à tous, on est très heureux de vous retrouver pour le 100e épisode régulier de C'est qui en pôle. Et pour m'accompagner pour cet épisode, Olivier, comment ça va ? Salut Cyril, salut à tous. Bah écoute, ça va très bien. Un très bon week-end de moto. Excellent week-end. Ouais. Excellent week-end. Alors, c'était Pierre et Paul qui ont repris la semaine dernière. Et bah voilà, nous on revient de vacances aussi. Alors moi je suis encore un petit peu en vacances, mais toi t'as repris le boulot ce matin. Exactement. Pas trop dur ? Non, il faut bien s'y remettre. Hein. Oui. On n'a pas trop le choix. Hein. Pour pouvoir repartir, il faut revenir. Exactement. Bon, on va parler évidemment de ce qui s'est passé en Autriche ce week-end, mais avant, il est temps d'annoncer le gagnant du jeu avec la bécannerie, et c'est Papy Cricri qui va recevoir les goodies très bientôt, puisque c'est lui qui a trouvé Martine en pôle en MotoGP. Donc, on va parler tout de suite des news, puisqu'il y a beaucoup à dire sur ce Grand Prix. Je te laisse la parole pour parler du MotoGP. Ouais, et la grosse news du coup en MotoGP cette semaine, c'est la mise à pied de Viñales par Yamaha à la suite de son comportement au Grand Prix de Styrie. Il a, dans les derniers tours de course, tapé des bons gros rupteurs dignes du camping bleu au Mans. Mais bon, manque de bol, il y a de la télémétrie et des caméras. Ça pas plus de se défouler sur sa moto et de manquer de tilter un moteur. Il a fini par s'excuser samedi, et puis l'annonce est tombée aujourd'hui lundi de sa signature chez Aprilia pour 2022. Donc une news qui arrive, c'était jeudi je crois qu'on a appris sa suspension, et quelques jours plus tard, donc aujourd'hui lundi, sa signature chez Aprilia. Ça fait les montagnes russes pour les infos chez Viñales en ce moment. Peut-être un mot, tu voulais peut-être dire un mot sur ce comportement de saboteur de la YAM. De saboteur, je trouve que saboteur ça va un petit peu loin, mais après c'est des choses c'est des choses qu'on n'aime pas voir et ça montre pas l'exemple, en tout cas sur le comportement de gentleman qu'on attend d'un pilote à ce niveau-là. Ouais, de gentleman, je sais pas, mais de toute façon, enfin, de respect du matériel, quoi, en tout cas. Oui, voilà, c'est plus un respect vis-à-vis du matériel et vis-à-vis des équipes qui mettent tout en œuvre pour que le pilote puisse rouler le dimanche. Et bon, bah voilà, après, ça suit aussi ce qui a été dit sur l'épisode de la semaine dernière sur les déclarations d'après-course où il avait un petit peu tapé sur son équipe. Là, bon, bah voilà, jeudi, Yamaha. Alors, c'est tombé vraiment... je dirais pas comme un cheveu sur la soupe, quoi, mais personne n'attendait vraiment. C'est tombé, donc la mise à pied le jeudi, juste avant la conférence de presse, il devait être à la mi-journée, et les images, donc la Dorna a fourni des images de ce qui s'est passé. Alors je sais pas si c'est la totalité ou pas, hein. Mais bon, voilà, de la frustration, il y en a. De la part de Viñales, je pense que Yamaha est pas content de son comportement non plus. Malgré tout, il y a des contrats à respecter, hein, et ça c'est Miller qui l'a très bien dit quand on l'a interrogé là-dessus, où il a dit bah voilà, nous on est payé pour rouler, c'est notre métier, donc faut rester pro. On a le droit de s'énerver, mais dans tous les cas, faut respecter les mine de rien une équipe MotoGP. C'est à mon avis une bonne quinzaine de personnes qui travaillent pour que tu puisses rouler le dimanche, quoi. Ouais. Donc puis voilà, c'est pas que le dimanche, c'est des gens qui montent un box, c'est des gens qui préparent ta moto, qui font en sorte que tes pneus soient à température, etc. Une erreur peut arriver, et si t'es vénère, et c'est aussi ton rôle de savoir te contenir. Bon, après Viñales, je sais pas trop ce qu'on peut en attendre jusqu'à la fin de saison. Après on va le voir assez vite. L'annonce sur Aprilia, c'est une fausse surprise, hein, puisque tout le monde l'attendait. Après, est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Je sais pas pour qui c'est une bonne nouvelle, en fait. Qu'est-ce que t'en dis, toi ? Moi, je suis vraiment déprimé par le garçon, dans le sens où je me dis, il avait quand même, le mec a quand même du talent.
Enfin, quand on roule en MotoGP, de base, c'est qu'on a un peu de talent. Hein. C'est pas par hasard. Plus qu'un peu, ouais. C'est dommage, putain, ça me fait chier, quoi. Ça me fait chier qu'ils finissent comme ça. Pour essayer de me faire l'avocat de Vinales, Yamaha l'a pas aidé non plus, je pense. Sur les dernières courses enfin, encore une fois, là, je vais me faire l'avocat de Vinales, mais lui, il a peut-être pas rempli sa part du contrat, mais après, c'est aussi le boulot d'une team de faire en sorte que ton pilote se sente bien et ait envie de rouler pour toi et envie de gagner pour toi. Et surtout d'une team usine, c'est quand même ça le but d'une team, c'est de faire en sorte que le pilote soit dans de bonnes conditions pour arriver à ses résultats. Et à mon avis, Yam, ils ont misé beaucoup. Alors, ils ont eu raison dans un sens, et puis on est Frenchy, donc on est content pour Quartararo. Ils ont misé sur Quartararo très vite. Ils ont laissé Vinales de côté, qui n'arrivait pas à perf. C'est un champion de base. Enfin, encore une fois, il roule en MotoGP. Le mec, il est là pour gagner. Son ego a dû en prendre un coup, et Yamaha a peut-être pas su gérer ça convenablement pour le remettre dans le bain et lui dire mais nous aussi on est intéressé par le résultat, mais t'inquiète pas, on va prendre du temps, voilà. Et c'est un peu le problème d'un Jarvis, quoi. Ouais, justement, c'est intéressant que tu prennes cet angle-là, parce que moi, si tu veux, j'ai essayé de remettre en perspective donc l'arrivée de Quartararo donc cette année et l'arrivée de Viñales donc il y a maintenant 5 ans au sein du team, et je me dis que effectivement, s'il avait réussi à avoir la constance qu'a Quartararo sur les 6 premiers mois, ça aurait certainement été différent. Après on le sait tous maintenant, puisque ça fait un petit moment qu'il roule en MotoGP, mais le problème de Viñales, c'est la constance. Et il a jamais réussi, dans sa phase Yamaha, à vraiment prouver qu'il était le pilote qui pouvait gagner un titre avec Yamaha. Et donc je pense que Yamaha... Est-ce que Quartararo a fait, mais à toute vitesse, en 6 mois. Exactement. Et c'est ça qui est incroyable, d'autant plus incroyable chez Quartararo, c'est que lui, après il y a peut-être des questions personnelles, etc. Mais en tout cas, Quartararo est arrivé chez Yam. On voyait chez Petronas faire une fin de saison catastrophique, où il finit au championnat derrière Morbi. On se dit putain, il va pas falloir qu'il se loupe sur le début de saison. Il s'est pas loupé, il s'est mis à faire des dépassements de dingue, et on l'a encore vu ce week-end-là. À pas se viander quand il faut pas se viander. Enfin, son progrès est hallucinant. Et quand t'es Vinales et que ça fait, comme je disais, 4-5 ans que t'es chez Yamusine et que tu vois le genou arriver et gommer tous les défauts qu'il avait en 6 mois, que toi t'essayes de gommer depuis 4 ans, ça doit foutre un peu les boules, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est là où, à mon avis, Quartararo répond aux attentes que Yamaha avait envers Viñales quand il est arrivé. Après, je pense que les attentes de Yamaha, elles sont pas non plus comment dire, direct. Elles le sont quand même, parce que c'est quand même une équipe qui est installée en MotoGP depuis énormément d'années, et qui joue le titre, enfin qui est là pour jouer le titre tous les ans, tout comme Honda et maintenant Ducati. Donc quand Viñales est arrivé, s'il avait fait en 6 mois ce qu'a fait Quartararo, il aurait forcément installer le doute sur le comportement aussi de son coéquipier, puisqu'à l'époque c'était Rossi, et s'il avait mis tout le monde d'accord sur ses résultats en moto, ça aurait entre guillemets résolu l'équation. Et le problème, c'est qu'il est arrivé comme une inconnue complémentaire à l'équation difficile, et pour moi, de ce qu'on voit actuellement, de toute façon, voilà, quand ça fait 5 ans que ça fonctionne pas, que depuis le début de cette année c'était pareil, ça pouvait que finir comme ça. C'est facile à dire une fois que ça arrive, mais c'est compliqué, quoi. Ouais. C'est compliqué. Après, pour parler de l'avenir, moi je pense que de toute façon Viñales, comme tu l'as dit, et comme beaucoup de pilotes qui sont dans la catégorie, c'est un pilote qui est talentueux, mais qui est bourré de talent et qui est très performant quand tout s'aligne, mais dès qu'il y a un moindre grain de sable, ça va partir en cacahuète. Et chez Aprilia, c'est pas un grain de sable qu'il va trouver, c'est le Sahara, quoi. Donc
Ouais, quand je vois le temps qu'a mis Espargaro pour réussir à faire quelque chose. Mais ouais. Dans cette moto, effectivement, il va falloir qu'il s'accroche. Hein. Va falloir s'accrocher au cocotier. Hein. Moi, je lui souhaite vraiment, s'il peut repartir sur une bonne base et se reprendre confiance parce qu'il a encore un peu de temps. Hein. Enfin, il a pas 40 piges. Hein, donc, tout à fait. Donc, tout à fait. C'est un pilote qui a encore de l'avenir. Hein. Ouais. Donc moi, je lui souhaite vraiment d'y arriver en fait. On a tous envie que tous les pilotes à ce niveau-là y arrivent. Hein. De toute façon, moi, je suis pas anti-Vinales, je suis pas encore moins anti-Marquez, évidemment. J'avoue. Non, mais je pense qu'on a tous les mêmes attentes, c'est-à-dire de voir, d'une part, de ne pas avoir d'hégémonie, que ce soit d'un pilote ou de la part d'un constructeur, mais c'est d'avoir un plateau équilibré avec des pilotes et des équipements qui fonctionnent bien. Et c'est entre guillemets ce qu'on voit bien sur la saison dernière, sur cette saison aussi. Et moi, voir Vignales partir chez Aprilia, c'est un constat d'échec de par son association avec Yamaha, mais je trouve que c'est forcément dommage. Après, il est talentueux, mais je pense pas que après, je peux me tromper et j'espère, mais ouais, les probabilités pour qu'il y ait un miracle sont quand même très faibles, effectivement. C'est compliqué, ouais. Ça va être compliqué. Après, tout ce que je veux pas, c'est que ça finisse en cacahuète comme il a fini le Grand Prix de Styrie, quoi. C'est-à-dire voir un pilote qui tape des rupteurs en ligne droite avec sa bécane. C'est d'une part jamais agréable. Après, il se passe ce qui se passe là, c'est-à-dire que tu finis mise à pied, tu finis à regarder les copains rouler en bord de piste. T'as toute l'équipe qui a travaillé pour toi, elle est à l'arrêt. Et ça, qu'on le veuille ou non, c'est catastrophique d'un point de vue humain, quoi. C'est-à-dire, imagine, tu bosses dans une équipe de foot et puis dis parce que l'avant-centre il a fait de la merde, la semaine prochaine on joue pas. C'est hyper frustrant pour énormément de monde. C'est une décision, c'est quand même de la part de Yamaha, c'est une décision qui est quand même assez coulue, quoi, et hyper lourde, ouais, absolument. Et on le mesure pas assez. Et même si tout à l'heure j'ai parlé peut-être des éventuels pas fautes, mais peut-être d'un certain laisser-aller chez Yam, là le fait de le mettre à pied direct, c'est clair que sur le plan stratégique, ils ont qu'un seul pilote c'est Quartararo, en tout cas cette saison, et ça les dérange pas qu'il roule tout seul, visiblement. Et en plus, il performe pas mal, le salaud. C'est vrai. Non, mais pour le championnat équipe, c'est compliqué. Enfin, ça complique énormément les choses. Pour le championnat constructeur, comme tu l'as dit, sur 4 pilotes, t'en as 2 qui partent en fin de saison, dont un qui a 42 ans. Et puis un qui s'est fait les croisés. Donc voilà, il y a plus grand monde. Et ça complique énormément la tâche. Mais, faut faire avec, hein. C'est-à-dire quand Zarco est parti de chez KTM s'est retrouvé, je dirais pas dans la même situation, puisque Paul s'était blessé aussi à la main à peu près dans la même période, et c'était très compliqué aussi pour eux, hein. Donc c'est parti des complexités de gestion d'équipe, on va dire. C'est clair. Est-ce qu'on passe à la deuxième news, vas-y. Parce que là, ça fait 10 minutes qu'on parle de vitesse. Mais c'était la grosse news quand même. Ouais, c'est clair. Et puis la deuxième news, c'est les nouveaux messages sur les dashboards, aka le tableau de bord des MotoGP, évidemment, pour ceux qui ne connaîtraient pas assez la moto. Le premier parlera de l'état de l'équipement du pilote, cuir, bottes, gants et casque. C'est arrivé à la suite, évidemment, de l'épisode Quartararo et de ses derniers tours en combinaison ouverte en Catalogne. Et puis, le deuxième nouveau message consiste pour les commissaires à pouvoir envoyer un avertissement pour comportement inapproprié. Les gars sont à 2 doigts d'inventer le drapeau noir et blanc, finalement. Attention, parce que c'est le drapeau à damier, hein, donc... Oui, non, mais le drapeau, non, le droit, pour le coup, je parle pas de ce noir et blanc là. C'est ça, ouais. Je parle de l'autre. Ouais. Mais oui, le drapeau d'avertissement, évidemment, qui précède les drapeaux noirs. Mais voilà, la petite news technique de cette semaine. Pour l'équipement, on va pas refaire le débat de ce qui s'est passé. C'est que soit t'es conforme et t'as le droit de rouler, soit t'es pas conforme et tu dois sortir de la piste. Bah oui, du coup, ce serait drapeau noir direct. Enfin, il y a même pas à se poser des questions. C'est quoi le système de ce dashboard? Maintenant, ils vont leur envoyer des textos en disant
Est-ce que t'as envie de pisser? Est-ce que t'as bien mangé hier, ça t'as va? bien mangé, ouais. Moi, ça m'épate de voir qu'on en arrive à ce genre de choses, c'est-à-dire qu'on va en plus leur mettre des warnings parce que non, t'as pas à dire attention, là tu commences à dépasser les bornes. C'est pas compliqué, c'est soit tu te prends un averto, un long lap, un 3 secondes, exactement, stop and go, mais oui, si c'est juste une petite faute qui mérite pas un avertissement, bah c'est rien du tout en fait. C'est juste, exactement. Et si tu fais une faute, tu mets un long lap. Point barre. Et si tu fais une faute, tu mets un long lap. Tu mets un long lap. Putain, mais là, c'est ce qu'ils font depuis. Ils sont en train d'essayer de mettre un permis à points. J'ai l'impression, ça va devenir d'un compliqué. Enfin, ils ont déjà des points sur leur licence, hein, je pense. Hein, comme, non, ça a changé, ça. Ils ont plus. Ça a changé. Ouais. Ils ont plus. Autant pour moi. Mais ouais, enfin, les gars. Compliquez pas tout, quoi. Enfin, mais je trouve que c'est de la complexification inutile. Ouais. Si tu veux avertir un pilote, tu lui mets un long lap, et je pense que s'il est assez intelligent, il va comprendre. Bah oui. Et s'il comprend pas, tu le sors. Point barre. T'as pas besoin de lui mettre des warnings sur son dashboard. Le pilote qui s'en bat les couilles, il s'en bat pas les couilles de toute façon de son dashboard. Exactement. Et le pilote, j'allais dire, c'est même dangereux parce que regardez son dashboard quand t'es en fond de ligne droite à 3,40. Enfin, pas 3,40 pour le coup en Autriche, mais sur certains circuits à 3,40. Ouais. Pas sûr que ce soit bon pour la sécurité. Hein. Non, mais... alors, le commissaire m'a envoyé un texto. Alors, attends, qu'est-ce qu'il raconte? Ah merde, le freinage. Ouais. C'est n'importe quoi. Enfin, je trouve. Ouais. On verra comment ça va être exploité en course, mais bon, après, voilà. On verra. La dernière petite news, c'est Petronas, donc le pétrolier malaisien qui se retire du team SRT, donc qui était sponsor titre de toutes les équipes. Et donc l'équipe a 2 pilotes engagés dans chaque catégorie, donc Moto3, Moto2, MotoGP. Et donc le projet va se recentrer sur l'équipe MotoGP, puisqu'ils sont satellites Yamaha. Et donc forcément, les pilotes en catégorie Moto3 et Moto2 vont devoir trouver des solutions de repli. Voilà, ce qui complique un petit peu la donne, on va dire. Donc on va voir comment ça va s'articuler sur les prochaines semaines. Voilà. On va passer au Grand Prix. Carrément. Ouais, donc à commencer pour justement les motos qui ne sont pas à moteur thermique. On va commencer par les électriques rapidement, puisqu'il y avait une course, c'est Granado qui s'élancera de la pole position devant Tulovic et Zaccone. Corentin Perolari est 9e et Tulovic va prendre la tête et se détache très rapidement. Donc on a Egerter qui va prendre la 2e place devant Cardelus, qui va se faire passer à son tour par Aldeguer. Et donc pour le podium, le dernier tour est très disputé et c'est finalement donc Granado qui prend la 2e place devant Egerter et Aldeguer fera 4. Perolari 13e au classement du championnat. Zaccone est toujours en tête avec 80 points devant Granado 73 et Torres 72. Perolari est 12e avec 21 points. Une petite discussion post-course du coup. Ouais, j'ai vu la course tout à l'heure du coup. Encore une course... en fait, une des premières courses palpitantes en MotoI, même si les autres étaient intéressantes, là, j'ai trouvé Tulovic tout simplement, tu l'as marqué aussi, complètement en maîtrise. Ouais. Assez surprenant d'ailleurs de sa part. Hein. Franchement, on l'attendait pas trop. Aussi performant là-dessus. Mais ouais, première victoire pour Tech 3 en MotoI, du coup, aussi, à signaler. Et puis moi j'aime assez la MotoI, franchement. On en avait parlé avec Stéphane il y a quelques courses. Lui ça l'intéresse pas, moi pour le coup c'est j'aime bien. Enfin, en plus c'est court, je veux dire, ça dure 20 minutes et puis le son des pneus qui crissent au freinage, franchement ça c'est malade, parce que c'est là qu'on se rend compte que quand ils prennent les freins, ça freine les fort, pneus crissent et ça freine fort et ils sont à 2 doigts de bloquer, mais ils bloquent pas, quoi. Ouais. Et ils sont toujours à la limite de la limite, même en MotoI, un truc qui vient d'exister, et les mecs ils se défoncent et ouais, j'aime bien. Ouais, les derniers tours étaient assez intéressants. La bagarre pour le podium était vraiment bien. Après, tu vois que, enfin, on va pas continuer sur ce qu'on dit à chaque fois sur le MotoI, mais c'est intéressant de voir ces catégories. Et puis il commence à maîtriser les meules. Hein. C'est ça. Là, il n'y a pas eu de chute dans le premier virage, comme il y a eu souvent dans les premières courses, où dès le premier virage il se plante, il croise l'avant et
et ils oublient que la meule fait 260 kilos, 230 ou 260, ouais. Et 100 kilos de plus que les MotoGP en tout cas. Et là, ouais, on commence à avoir de la vraie maîtrise et tout, et ça commence vraiment à être cool à regarder, ouais, je trouve. On passe au Moto 3 ? Carrément. Et c'est moi qui m'y colle. Ouais. Du coup, encore une course géniale en Moto 3, mais je vais pas trop spoiler. En Q1, c'est Rossi, Tatai, Nepa et Toba qui passent en Q2. Dans cette même Q2, c'est Fenati qui va claquer la pole devant Suzuki, Alcoba et Mazia. Les deux KTM sont bien placés avec Honju 5 et Sasaki 6e. À noter un Gabriel Rodrigo des grands jours en essai. Il a causé 2 chutes, dont la deuxième est particulièrement stupide et ça ne laissera pas insensible les commissaires de course. Alors lui, il a pas de truc sur son dashboard, parce que c'est comme MotoGP. Mais en tout cas, il partira des stands et devra faire un long lap en course, la double pénalité. Beau départ de Fenati sur cette course. Honju passe au 4e virage, en tête du coup. Acosta, lui, passe 4e. Mignot se bourre avant la fin du premier tour, percuté par son coéquipier Salach. Honju en tête donc imprime un gros rythme, ça se bagarre avec Fenati puis avec les deux autres du groupe de tête qui sont Pedro Acosta et Sasaki. Garcia part à leur poursuite, il a des gros points à jouer en championnat lui. Honju passe finalement en tête et bat le record du tour en course à la fin du 4e tour, suivi de près par Fenati et Acosta. Garcia toujours en embuscade quelques mètres derrière. Fenati reprend la tête au 6e tour, Mazia revient fort, Honju reprend la tête. Bref, si on fait le résumé tour par tour, ça va être un peu épuisant vu la bagarre devant. Sasaki, à noter, Sasaki chute sur une grosse attaque de Binder, attaque quasi suicide. Ouais. Finalement, pas d'avertissement pour Binder sur cette attaque. Les commissaires de piste ne diront rien là-dessus. Au 10e tour, le groupe de tête, il va se grossir un peu. C'est Foggia et Mazia qui se joignent à la bagarre. Derrière le groupe de tête, à 1 seconde, les deux Petronas, Binder et McPhee font le forcing pour revenir. Ils font la jonction avec le groupe au 15e tour, mais pendant ce temps, Honju semble faire le break au 16e tour, poursuivi par Mazia, Fenati et Acosta. Quelques tours plus tard, McPhee et Binder sont finalement largués. Le groupe de tête roule à un rythme infernal. À 5 tours de l'arrivée, Honju est toujours en tête. Garcia chipe la 3e place après un gros freinage. Puis 2 tours plus tard, prend la tête, toujours au frein. Honju, lui, se retrouve 3e, Acosta est 2e. On est à 3 tours de l'arrivée et c'est impossible de faire un prono sur le classement final à base de freinage à 4 de tête. Bienvenue en Moto 3. Honju entame le dernier tour en tête, suivi par Acosta et Garcia. Acosta manque de se bourrer, ça va se jouer finalement entre Honju et Garcia, et c'est finalement Garcia qui passe au freinage encore. De l'avant-dernier virage, Foggia est allé chercher la 3e position. Acosta est 4, Fenati 5 et Mazia 6. Et Lorenzo Felon, notre petit Frenchie, finit 18e. Toujours pas de points malheureusement. En tout cas, c'est une belle opération pour Garcia au championnat. Acosta est toujours en tête avec 196 points. Garcia, du coup, 155 points 2e. Et Fenati 3e, 107 points. Encore une course de Moto 3 typique Moto 3, c'est-à-dire... Et enfin, celle-là était encore plus impressionnante que les autres. En tête, c'était fou. Hein. Enfin, moi, j'ai été impressionné par Honju parce que il a vraiment animé la course de bout en bout. Il a été très très bon, présent devant tout le temps. Ouais, c'est pas payé deuxième quand tu vas sa course. Il aurait pu se bourrer aussi, mais il aurait vraiment mérité de gagner. Après, c'est Garcia qui va à l'expérience au freinage aussi. Il fait une très belle 2e place, mine de rien, parce que c'est des résultats qui comptent énormément pour des pilotes comme lui, des équipes comme Tech 3 aussi, parce que mine de rien, ils avaient pas eu de chance sur beaucoup de courses, et là faire 2e sur cette course-là, ça vient jamais compenser, mais tu te rends compte que ton pilote il est présent, ta bécane elle est présente, tout est bien, parce que quand t'y es et que tu fais bac à gravier, ben forcément t'as énormément de déceptions le dimanche, mais là il a montré la moto toute la course devant. Faire 2e, c'est compliqué face à un pilote comme Garcia quand il pilote comme ça aussi, parce que Garcia il a fait un festival de freinage. Il y avait un niveau, mais toute la tête de course, il y avait un niveau quand même. Et d'ailleurs derrière c'était largué, tu vois, Petronas à la rue comme ça. C'est quand même rare de les voir autant largués, et les deux. En plus.
c'est complètement dingue. C'était pour moi il manquait juste Acosta, peut-être un petit peu plus présent, mais bon après il a fait un début de course un petit peu moyen. Mais pour moi c'était une passe d'armes entre les deux qui est très belle et ouais c'était une super course quoi. J'ai vraiment trouvé ça bien. Après, ce qui est étonnant, c'est de retrouver Fenati troisième au championnat du monde. Putain. Là, tu te dis, mais tout le début de saison, tu commences à dire, mais il est où Et au final, le gars, à mi-saison, il est troisième au championnat. Alors, il est très très loin d'Acosta, puisqu'il a déjà 89 points de retard. Mais troisième au championnat, c'est inespéré, sachant que ça fait quoi ? Ça fait 2-3 courses qu'on le voit dans le top 5 quoi. Là, mais bon, après voilà, c'est la catégorie qui est comme ça quoi. Mais oui, moi j'ai après c'est dommage pour Sasaki. Parce que c'est pareil, il était pas trop mal aussi. Ça aurait pu faire une bonne perf pour les deux pilotes Tech 3. Et Binder est passé par là, quoi. Mais ouais, c'est un peu dommage. Mais sans ça, c'était un bon week-end, quoi. Une belle course. Ouais, je voulais encore une fois souligner ma déception pour Suzuki. Qui nous fait une belle qualif mais qui concrétise pas sur les points, sur la perf en course. C'est poussif. C'est dommage. Ouais, c'est le Moto 3, ça reste quand même ça reste une après c'est vrai qu'il part 2 donc il devrait vite se retrouver dans le groupe de tête en fait. C'est ça. C'est là que tu te rends compte que le groupe de tête, il est compliqué, Il est compliqué. T'as vu à quelle vitesse ils roulaient ? Ils étaient à 7 dixièmes de la pole en course. C'était complètement dingue, quoi. Quand tu vois les efforts que fait Garcia, pas que lui, parce que Honshu et Garcia, c'est tous les tours, c'est à bloc, avec Garcia qui fait des freinages, mais de taper quoi. Et le mec en bout de ligne droite au T1 et souvent au T3. Les virages, c'est tu te dis mais ça va mal finir et à chaque fois ça passe et c'est propre et c'est génial, ils ont l'air de s'éclater sur ces Moto 3, alors c'est génial. Ouais. Tous les week-ends les courses Moto 3 sont bonnes, mais pour moi celle-là ça reste une des plus belles avec ce qu'on fait Garcia et Honshu. Après tu mets une petite masterclass d'Acosta et là t'as un best-of quoi, mais c'est chouette quoi. C'est chouette. Clair. C'est chouette de les voir et j'espère que tout ce petit monde va se faire plaisir l'année prochaine en Moto 2 pour ceux qui vont monter. Ceux qui vont rester, de toute façon ça va être un petit peu la même, on va dire. Mais c'est tout ça, c'est des très belles courses. On passe au Moto 2. Yes. Où là c'était un petit peu plus chiant quand même. Ouais. Comme d'hab. En Q1, on a Manzi, Dixon, Di Gianantonio et Boulega qui vont passer en Q2 et c'est Loves qui prend la pole devant Raúl Fernandez et Ai Ogura. Augusto Fernandez, Rémi Garner et Aaron Canet sont en deuxième ligne. Donc Baldassari est inapte suite à une fracture à la main, donc il va pas participer à la course. Loves et Raúl Fernandez partent bien, mais ça chute au fond du T1 entre Manzi et Navarro, et c'est surtout Bobier qui va prendre un double long lap dans l'affaire parce que évidemment le pilote américain a un petit peu loupé son freinage, c'est rien de le dire, mais voilà, il a complètement il était à l'intérieur, il a oublié de freiner et donc il a emmené les petits copains au bac, donc il va être sanctionné pour ça. Et Raúl Fernandez va prendre la tête assez vite. Gardner s'est loupé au départ et va devoir cravacher pour recoller. Devant, ça se détache à 4. Donc Raúl, Loves, Ogura et Augusto Fernandez. Schroeter chute et repart. Il était pas trop mal, il était 5e sur cette course. Donc ça se stabilise dans ses positions devant. Excepté Loves qui va avoir du mal à tenir le rythme. Ça, il l'avait un petit peu annoncé qu'il avait pas vraiment un bon rythme pour la course. Et en fait, il va décrocher
assez vite. Et les 3 pilotes sont à 3, 4 dixièmes les uns des autres. Donc, il y aura assez peu de dépassements. Vietti fait une belle course en 5e place. Idem pour Chantra et Gardner et Canet font un petit peu le show pour la 7e place. C'était un petit peu les seuls qui ont animé la course. Plus trop de mouvement devant. Et c'est Raúl Fernandez qui s'impose de bout en bout quasiment devant Ogura, Augusto Fernandez 3e, Loves 4e, Gardner 7e. Au général, on a Gardner en tête avec 206 points, toujours devant Raúl Fernandez 187 et Bezzecchi 3e avec 159. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette course Moto 2 ? Encore un petit train-train. Après, faut pas sous-estimer la perf parce que ça roulait très fort. Hein. Enfin, là, c'était comme en Moto 3. Hein. Je l'ai vu dimanche la course en direct et c'est vrai que c'est pas impressionnant visuellement, mais sur la perf qu'ils ont sorti, ça roulait très très vite. Et alors ouais, du coup, il y a pas beaucoup de dépassements, il y a pas beaucoup de bagarres, mais quand on connaît un peu la moto, enfin en tout cas quand on connaît un peu quand on connaît un petit peu la moto, là c'est clair, c'était une course de folie. Encore une fois, pas sur le plan spectaculaire, mais sur le plan du temps. Sur le plan des chronos, ouais, c'était dantesque. Ça se voyait pas, malheureusement, mais ouais, course un peu chiante, mais encore une fois, ouais, sur le chrono, complètement dingue, en fait. Ouais, à noter quand même que Raúl Fernandez et Ayogura sont tous les deux rookies. Donc, oui. Faire une telle course devant, quand t'es rookie dans une nouvelle catégorie, où le Moto 2, ça reste une catégorie intermédiaire, oui, donc c'est exactement ça que j'ai oublié de dire. Je savais bien que j'ai oublié de dire un truc, et effectivement, tu le rappelles, 2 rookies devant, mais loin devant, c'est-à-dire qu'il y a même les expérimentés, les Sam Lowe, Gardner, etc. Mais ouais, les Dixon, enfin tu vois, il y a des mecs, des Vieré, des mecs qui savent rouler en Moto 2. Et ils sont loin, quoi. Ouais. Vieré, il a 27 secondes de Fernandez à la fin de la course. Je suis en train de regarder ça. Ouais. C'est complètement dingue, quoi. C'est complètement dingue. Sur la course, donc t'as quand même, je l'ai dit, Fernandez et Ogura qui sont aux 2 premières places. Ouais, Vietti qui fait 6e aussi sur cette course-là. Et pour du coup préciser sur Vietti, il a pris une position de pénalité pour sortir des limites de la piste dans le dernier tour. Voilà. Ouais, Vietti pour un rookie fait aussi une très belle course ce week-end. Donc c'est là où tu vois que certains pilotes vont mettre 6 mois à s'adapter à une catégorie et pour d'autres ça va être beaucoup plus long. Ouais. Et comme tu l'as dit, hein, la catégorie elle est compliquée. Elle est dominée par les 2 Ayo quand même très 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 nettement. Ça va jouer entre les deux, hein. C'est-à-dire moi je pensais que Gardner avait entre guillemets un petit peu plus l'ascendant. Je pense que Fernandez il a à cœur de venir un petit peu faire chier le coéquipier, ça c'est plutôt pas mal. Ouais, je voulais rajouter un petit mot sur Ogura, hein, qui fait aussi une très très belle course avec une 2e place. Qui était très intéressante dans le sens où sur le début de saison, il était plutôt derrière les 2 Ayo et son coéquipier, c'est-à-dire on le voyait bien. Pour un rookie, c'était déjà très bien parce que Raúl Fernandez éclipse un petit peu tout le monde, mais Ogura faisait déjà une belle saison et là ça confirme vraiment cette adaptation du pilote japonais, quoi. Ouais. Ça fait plaisir de le voir si bien placé à l'arrivée, quoi. C'est clair. On a fait le tour du Moto 2 ? Ah ouais, je pense. Ouais. Allez, on va passer au MotoGP. Ah oui, avec plaisir. Alors, un petit mot sur les qualifs. Du coup, Martin finalement doit passer par la Q1, mais il s'en sort brillamment et se qualifie pour la Q2. Et c'est Oliveira qui l'accompagnera en 2e partie de qualif. Rins, lui, par contre, ne se qualifiera pas en Q2. Du coup, il y a un seul Italien en Q2, c'est Bagnaia qui se qualifie 3e, et c'est Martin qui décroche la pole pour 34 millièmes de moins que Quartararo. Nouveau record de la piste, du coup. Zarco est 4e, suivi par Marc Marquez, Nakagami qui était qualifié direct en Q2, foire la qualif et finit dernier de cette Q2. À signaler pour les essais en FP1, Zarco qui claque le record aussi du tour. On en reparlera évidemment tout à l'heure dans la discussion post-course.
La course, elle, qui commence sur piste sèche, mais quelques gouttes tombent déjà et un gros nuage noir menace au loin. Le poleman Martin part très bien, Quartaro moins bien, il s'accroche presque avec Zarco dans le premier virage. Pas de crash à signaler cependant dans le premier tour. Le drapeau blanc qui autorise le changement de moto est d'ores et déjà brandi, mais tout le monde reste en piste. À la fin du premier tour, on voit un rouge mener la course avec un break, mais c'est pas Martin, c'est Bagnaia. Encore quelques gouttes de pluie qui ne perturbent pas du tout Marquez qui lui est passé 4e. C'est pas le cas pour le coup de Quartaro qui lui est relégué à la 6e place derrière Miller. Zarco passé 2e du coup par la poursuite de Bagnaia dans ces conditions qu'il aime bien. Lequena est 8e, Binder 9. Ce sera important pour tout à l'heure. Quartaro repasse Miller et Marquez passe Zarco pour prendre la 2e place. Bagnaia a un petit écart. Quartaro se ressaisit bien pendant ce temps-là. Il s'ajoute au groupe Bagnaia, Martin, Marquez, Zarco. Beaucoup de bagarres en tête dans ce début de course, mais ça finit par se tasser avec Bagnaia toujours en tête, suivi par Quarta et Marquez. À plus d'une seconde, les Pramac tentent de raccrocher le wagon. Zarco se bourre à 10 tours de la fin dans le même virage où il avait chuté au warm-up, malheureusement. Puis Marquez finit par passer Quartaro pour prendre la 2e place et courser Bagnaia à 7 tours de la fin. Et là, les nuages se font de plus en plus menaçants. La pluie donc tombe de plus en plus. Les pilotes perdent 1 seconde et demie au tour. C'est dans la dernière partie du circuit qu'il pleut le plus. Les premiers à rentrer pour changer de moto sont Ritz et Miller. Il reste alors 5 tours. Binder et Mir reviennent fort sur le groupe Bagnaia, Marquez, Martin et Quartararo. Binder, lui, il tourne 3 secondes plus vite que la tête pendant ce temps-là. Là, Quartaro nous fait un masterclass de freinage de dingue pour gagner 2 places. Marquez, pendant ce temps-là, est passé en tête. C'est du grand n'importe quoi, cette fin de course. Toute la tête, finalement, rentre au stand pour changer de moto, sauf Binder et Alex Espargaro. Il reste alors 3 tours. Les pilotes repartent. Du coup, Marquez & Co. À partir de la 10e place. Et se foire beaucoup au freinage, normal, tout cas au premier. Les disques, évidemment, ont refroidi pendant ce temps-là. Binder, lui, il est en tête, toujours en slick, du coup, il commence à flotter sérieusement. Il a 30 secondes d'avance sur Marquez 10e. Alex Espargaro est 2e et Rossi virtuellement sur le podium. Et puis Marquez qui est parti à la poursuite des mecs en slick, finalement chute en pneu pluie à 2 tours de l'arrivée. Binder, lui, toujours en tête, déhanche comme un porcasse pour compenser. Rossi se foire mais reste dans le top 5 dans le dernier tour. Et là, vraiment, il pleut franchement. Binder tourne toujours 4 secondes plus vite que Alex Espargaro derrière lui qui est en slick, c'est complètement incroyable. Petite parenthèse, on a un Paul Espargaro qui fait un bike swap dans le dernier tour, what the fuck. J'ai revu ça en revisant dans la course, je me suis dit mais pourquoi bref. Et puis Bagnaia avec les pneus pluie, lui il remonte franchement sur le reste et Binder reste en slick sur des œufs. On a l'impression qu'il était clairement sur du verglas et il s'impose finalement. Victoire incroyable devant Bagnaia et Martin qui eux remontaient sérieusement. Pendant que Bagnaia et Martin passent la ligne, Quarta est 10e, mais dans les 2 derniers virages, il réussit à doubler quelques pilotes et finit finalement 7e. Donc pas catastrophique pour Quartararo sur plan championnat, il est toujours en tête avec 181 points. Bagnaia et Mir se partagent la 2e place avec 134 points et Zarco est 4e, parce qu'il n'y a pas de 3e, avec 132 points. Ce qu'on disait en introduction tout à l'heure, c'était une course de malade. C'était une course de malade. Voilà. Des courses comme c'est tout pour nous, voilà, merci de nous avoir suivis. Ouais, c'est une course comme on les aime, c'est-à-dire moi j'ai beaucoup aimé le début parce que ça a mis du temps un petit peu à se mettre en place dans le sens où il y a eu beaucoup de dépassements au début et puis après il y a eu une très très belle baston Bagnaia Quartararo. J'ai trouvé que les deux ont vraiment c'est super beau de les voir piloter chacun dans son style et Marquez présent devant, c'était bien aussi de le voir. Et puis ouais, il y avait un bon petit groupe qui s'était formé et c'était très très animé, c'était très chouette. Et la conclusion de la course avec un petit peu, on va dire pour certains c'est de la chance, pour d'autres c'est du hasard, mais mine de rien pour tenir comme ça 5 tours sous la pluie en pneu slick avec 300 bourrins
Je pense que c'est plus de la chance qu'il faut. Ouais, qui disait il faut que je garde les pneus chauds, Ah bah c'est impossible. Tu le voyais sur le dernier tour, il y avait c'était les Quena et Espargaro, tu les vois, ils sont 10 degrés d'angle, ils dérangent comme des porcasses pour essayer de rester sur les ronds. C'était intenable. Et ça glisse de partout, c'est intenable. Ouais, mais génial. Mais c'est ça qui est beau. Après, c'est ce qu'on retient quand parce que c'est pas le seul à avoir fait le pari Binder, mais c'est celui qui gagne. Donc on retient évidemment le pari gagné de Binder et voilà, c'est. Encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, mais Aleix Espargaro qui le suit est deuxième à un moment. Binder, il est en slick aussi, mais il tourne 4 secondes plus vite que Espargaro. 4 secondes. C'est énorme. C'est un truc de... c'est énorme et c'est ce genre de course qui est intéressante puisque évidemment quand tu t'arrêtes pas, le fait de s'arrêter, tu perds, je sais pas, peut-être entre 30 et une trentaine de secondes. Mais voilà, tu mets les slicks et en 3 tours, tes 3 secondes, tes 30 secondes, tu les as reprises. Mais il restait que 3 tours. Donc c'était bien joué. Par contre, effectivement, le bike swap de Paul Espargaro dans le dernier tour, j'ai pas compris. C'est ça, c'est. Soit il avait oublié de s'arrêter dans le tour d'avant. Je sais pas. Complètement à la rue, le pauvre Paul. Ouais, bon, bof. Ouais. Mais c'est. Après, MotoGP.com, ils te vendent du rêve en disant la course du siècle. Moi, j'irai pas jusqu'à la course du siècle, mais c'était une très très belle course sur plein de points. Après, il y a l'inconnu de la pluie qui vient un petit peu rebattre les cartes en fin de course et amener du sel à tout ça. Mais c'est une course. Il y aurait même pas eu besoin de la pluie parce que encore une fois, c'est vrai qu'en tête de la course, putain, ça bagarrait de ouf. Ah ouais. On a l'impression d'être en Moto 3. ouais, ça bagarrait beaucoup. Et puis la fin de course de Binder, il y a plus d'une fois où on le voit à l'image, le pépère en courbe. Mais jamais tu te dis que ça passe. Jamais tu penses que ça va sortir du virage. Ça peut pas sortir. Et ça passe. Et ça passe. C'était une très très belle course de sa part. Sur la fin, de toute façon, même sur le sec, il était en train un petit peu de revenir. Mais c'était vraiment chouette, quoi. Ouais. Après, tu voulais rajouter quoi? Binder. Pour rester sur Binder, on l'a vu revenir à mi-course à peu près sur le reste. Il est un peu diesel comme d'hab. Il met du temps à partir, mais une fois qu'il est parti, et là, il s'est dit, le mec, il a dû débrancher. Il a débranché un truc dans son cerveau, c'est pas possible. Il dit bon. Alors, la question que je me pose, c'est comment ils font le calcul quand ils sont en piste. Est-ce que le mec s'est dit, faut que je m'arrête pas, on verra bien, ou est-ce qu'il a calculé, bon là, normalement, je vais avoir 30 secondes d'avance, mais il reste que 3 tours, donc c'est jouable si je me viande pas. C'est complètement fou. Je pense qu'il y a beaucoup de feeling. Je pense qu'il y a beaucoup de feeling. Après, la météo est capricieuse quand même, putain. Sur la fin, ça flottait, quoi. Ce serait resté une petite pluie, tu vois, tranquillou. Bon, là, tu te dis, tu gardes les slicks. Mais ce qui flottait à la fin, c'était vraiment ouf. Et puis, je pense qu'il y a des paramètres qu'on ne connaît pas, notamment le paramétrage d'un traction control. Quand t'es sous la pluie avec un traction control paramétré sec. Où t'as l'arrière forcément qui dérape dans tous les sens, que t'as plus aucune adhérence, forcément le traction control, il doit avoir des comportements assez inattendus, quoi. Donc et à l'inverse, on a vu aussi les pilotes qui ont changé de moto, en tout cas ceux qui étaient dans la tête de course, être un peu déstabilisés par les motos pluie, avec les pneus pluie et avec les freins froids et tout ça et en plus Marquez qui se bourre c'est alors qu'il est bon normalement Marquez dans ces conditions. Je te rejoins là-dessus parce que justement l'image qui est intéressante sur ce point-là justement, c'est qu'il y a 5 pilotes du groupe de tête qui s'arrêtent en même temps et donc forcément ils repartent en même temps à peu de choses près, alors que en général ce qui se passe c'est que il y a toujours un petit peu de pluie fine avant, donc t'as les plus téméraires qui commencent déjà un petit peu à se détacher et donc c'est assez rare qu'il y ait
autant de pilotes en tête de course Ouais. qui s'arrêtent en même temps. Et je pense que là, il y a eu un effet de switch quand les mecs sortent, ils se remettent direct en mode battle, quoi, on va dire. Ouais. Et bah voilà, et c'est à ce moment-là. Ils ont pas, où- en oubliant qu'ils avaient des pneus pluie et une config pluie. Ouais. Et exactement, en mettant un petit peu de côté le fait que ah merde, on vient de changer de bécane, donc les freins sont peut-être pas super prêts, et puis les pneus sont pas chauds, etc. Donc je pense que d'habitude ils ont un petit sas entre guillemets de transition qui a pas eu sur cette course-là. Et bon après ouais la sortie des stands, je crois que c'est Bagnaia qui fait, je crois que directement au premier virage il sort très très large. Ouais. Ouais, Martin aussi. Martin aussi, bah c'est la battle quoi. Enfin c'est. Mais c'est vous qui êtes en pneu pluie ou c'est Binder les gars? Franchement. Non mais c'était une des belles courses à voir et à revoir je pense. Parce que c'était. Les 4 derniers tours. Ah. Moi j'étais dans ma tête, j'étais dingue. Je me dis, mais c'est n'importe quoi cette course. C'est n'importe quoi. Ouais, on est obligé de glisser un petit mot pour Zarco qui avait fait quand même on va dire un début de week-end plutôt intéressant puisqu'il était bien placé sur la grille et en course ça s'est pas bien terminé dans le sens où il chute. Ouais, c'est dommage parce que bah forcément il lâche la deuxième place au général suite à ça et il va falloir se remobiliser assez vite quoi. Ouais, c'est d'autant plus rageant qu'on le sait qu'il est bon normalement dans ces conditions un peu mitigées, mi-figue, mi-raisin. Ouais, bon après, enfin, il est costaud mentalement le gaillard. Hein, il nous a déjà montré. Je pense qu'il a vécu pire. Costaud mentalement, donc je pense pas que c'est de répercussions graves sur la suite. Ouais. Et alors, je voulais aussi parler de Honda parce que du coup, ils sont complètement à la rue. Sauf Marc Marquez qui se viande du coup de 2 tours à 2 tours de la fin, mais sinon hors Marquez qui jouait le top niveau en tout cas en début de course, bah c'est pas terrible et c'est peu de le dire. Encore, ça confirme encore une fois que c'est Marquez qui dirige Honda quoi. C'est la en tout cas qui mène. C'est la locomotive, hein, c'est-à-dire que ouais. c'est déjà ce qu'on a vu l'année dernière, c'est ce qu'on voit également cette année. Paul Espargaro est pas au rendez-vous, Alex Marquez non plus, et puis Nakagami c'est loin aussi. Donc voilà. Honda c'est compliqué, ça va être compliqué jusqu'à la fin de saison. Après il y a 2-3 articles qui sortent comme quoi en 2022 ils vont essayer de faire quelque chose de révolutionner un petit peu le truc. Enfin en espérant qu'en 2022 ça marche quoi, mais c'est un truc qui aurait dû être fait depuis déjà pas mal de temps. C'est un peu compliqué. Ouais, c'est d'autant plus rageant que des gars comme Nakagami commençaient à être bon, enfin à faire des résultats pas trop dégueux sans marque. Et là ça se réécroule complet quoi. Bon, après voilà, je pense que sur cette course-là, ça va être difficile de tirer des enseignements sur le long terme, mais c'est aussi des enseignements de quasiment la moitié de championnat est passée et le mal est fait quoi. Enfin le mal est fait pour beaucoup de pilotes chez Honda. Après, moi, ce qui m'épate sur cette course-là, c'est Miller passe un petit peu à côté, hein, c'est-à-dire il fait le pari de changer les pneus parce que de toute façon il n'était pas super bien placé au général, donc fallait tenter un truc. Enfin, il n'était pas super bien placé dans la course, donc il fallait tenter un truc. Il change un petit peu tôt, il a jamais été vraiment dans le bon rythme. Mais par contre, Bagnaia et Martin, ça envoie de la patate, quoi. Hein. Et c'est intéressant pour Ducati. Zarco était pas très loin, donc ouais, pour la fin de saison, ça va être intéressant tous ces petits gars là. C'est clair. Tous ces petits gars. C'est clair. Après, tu voulais nous parler de Bastianini rapidement avec son petit striptease. Oui, qui nous a montré les dessous de sa magnifique moto. Alors, j'ai pas vu du coup ce qui s'était passé. Ils ont oublié une vis ou un truc comme ça, non? Je sais pas, mais en fait, ils ont remontré un petit peu ce qui s'était passé et il sort du virage. Tu vois que le carénage est déjà décroché en bas
Et donc forcément, bah, quand tu continues d'avoiner comme un goret, bah, avec l'aérodynamisme, ça a complètement arraché le carénage gauche. Et donc, il l'a perdu et il s'est arrêté, quoi. Ce qui était le plus sage, on va dire. C'est ballot, hein, parce que c'est ballot parce que Marini il fait un bon résultat avec la meule. Ouais, c'est un peu con. Enfin, ça arrive. Hein. Quartaro, on se rappelle qu'il avait perdu son sélecteur. Hein. C'est ça. Perdre le sélecteur, c'est plus chiant. Hein. C'est plus chiant. Ouais. Voilà. Et là, tu te dis, tu peux rouler, quoi, merde. C'est vrai. C'est vrai que là, on s'en fout du carénage. T'inquiète, je me bourrerai qu'à droite et puis c'est tout. Faut pas que je glisse à gauche, t'inquiète. Ouais. Après, moi, je voulais parler un petit peu de Quartararo parce que beaucoup, parce qu'il y avait forcément des inquiétudes sur le Spielberg, hein, puisque courir 2 fois ici avec une Yamaha, ça pouvait sembler plus compliqué. Et au final, il s'en sort pas trop mal, hein, parce que, alors, je vais essayer de reprendre les bons chiffres. À la sortie d'Assen, donc, il mène de 34 points devant Zarco. Ouais. Et là, sortie donc des 2 grands prix suivants, il a 47 points d'avance sur la doublette Bagnaia-Mir, accroître son avance sur le deuxième après ces 2 grands prix. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne opération. C'est juste une très bonne opération, surtout quand tu vois ses résultats sur ce même circuit l'année dernière, où on avait l'impression que c'était un circuit qui les convenait pas du tout. Enfin, il avait vraiment du mal. La YAM aidant sûrement pas en plus. Mais là, ouais, clairement, belle OP, hein, belle OP. Ouais, pas grand chose à dire. Enfin, il panique pas, il finit 7. On aurait évidemment préféré qu'il soit 4 ou 3, mais voir qui gagne la course, mais sur le plan championnat, il lui fallait pas plus en fait, finalement. Ouais, Bagnaia Martin au retour en piste avec les motos pluie, ils ont fait un sacré truc, hein, pour remonter sur le groupe et aller chercher la 2 et la 3. Ça joue vraiment sur le dernier demi-tour, hein, parce que forcément les écarts en temps au tour sont énormes, mais ils avaient pris énormément de retard et réussissent quand même à aller rechercher un très très beau podium. Et comment dire, Quartararo était un petit peu en retrait, mais réussit, comme tu dis, à choper une bonne 7e place, quoi. Ouais, il reste 7 Grands Prix. Ça sent bon, hein. On va pas porter malheur, hein, mais... Alors, ouais, ça sent bon. Enfin, alors, ce qui sent bon, surtout, enfin moi je te donne mon point de vue, enfin je le partage, c'est que, alors, ok, ils sont 3 derrière à le chasser, parce que forcément Zarco il est 4, mais il est pas très loin, il est qu'à 2 points derrière Bagnaia et Mir. Je pense que pour le 5e au général ça va être un petit peu plus compliqué. Encore une Ducati, puisque c'est Miller, et il est quand même à 76 points de Quartararo, donc ça commence à faire loin. Ouais. Mais ils sont 3 à le chasser, et ce qu'il faut voir, c'est que ils pourront pas être les 3 à la première place, hein. Donc c'est sûr que si l'un des 3 se met à les gagner toutes, ça va être compliqué, mais bon, jusque là Quartararo il a toujours su plutôt bien gérer les situations, donc à voir comment ça va se goupiller. Après bon, Mir a montré l'année dernière que clairement en fin de championnat il était présent, mais bon, on verra comment ça va se goupiller, quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à dire? Ouais, aller chez Spargaro quand même, qui a fait une course assez intéressante, mais au final il perd beaucoup dans les derniers tours. Il fait 10e, mais bon. Ouais, rouler sur mouillé avec des sticks, c'est pas son point fort, apparemment, le pauvre. Comment dire? Non, mais c'était beau de le tenter aussi. Hein. Ouais, c'est pas facile. Attends, c'est le moins qu'on puisse dire. Franchement, c'est pas évident. Franchement, ouais, ça c'était chaud. Ouais. Et puis voilà, on a fait le tour de ce Grand Prix d'Autriche. Ouais, absolument.
Après, en fin de Grand Prix, il y a eu un petit clin d'œil à la fin de carrière de Rossi qui était assez sympa. Ouais. Donc on va voir jusqu'à la fin de saison. J'espère qu'il kiffe quand même. Parce que bon, on en a peu parlé, mais effectivement, enfin, t'en as parlé en résumé de course. À un moment, il était troisième virtuellement, mais bon, c'était très compliqué de tenir ce pari quand même. Ouais. C'est clair. Mais c'était beau de l'avoir tenté aussi. Ouais, bah ouais. Et pour le mec, il en est à un point, je pense, il se fait plaisir. Ouais, c'est ça. Exactement. Il faut. Bah, il a carrément raison. Enfin, je veux dire, il a plus rien à prouver, le gars. Ouais. C'est clair. On va passer aux résultats aux résultats des courses qui se sont déroulées également ce week-end. Donc en Rookies Cup, c'est David Alonso qui s'impose et signe une 3e victoire de rang. Donc il mène au général et il compte 38 points d'avance sur David Munoz. Donc il reste 2 courses à courir en Red Bull Rookie Cup. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? En Moto America, ça courait à Pittsburgh et Baz ne termine pas la première course. Il fait 5e en course 2. Au général, il est 5e avec 149 points. Alors, le championnat est largement dominé par Gagné, donc, qui a 325 points et surtout 13 victoires en 14 courses. Donc, pas mal aussi, ça. C'est pas mal, hein. Franchement, ça sert à rien d'y aller, les gars. Je pense que. Sauf si vous voulez y aller pour demander un autographe. Prochain Grand Prix. On se retrouve à Silverstone. À ton avis, est-ce que ça va courir à Silverstone ou pas? C'est dans 15 jours. Ouais. C'est trop tard pour annuler, je pense. Je pense que c'est mort. L'automne, c'est déjà commencé là-bas. Ouais. C'est ça. Les gros salauds, tu vois. Ouais, j'espère qu'ils emmèneront des pneus pluie quand même. Ah bah là, puis, il faut. Hein. Et chauffer de l'intérieur. C'est ça. Puis des pompes. Avec une résistance. Oui, une pompe. C'est quoi le petit bouton sur le guidon? C'est les poignées chauffantes? Non, c'est les pneus chauffants. Pour chauffer les pneus. On est à Silverstone ici, alors s'il te plaît. On va laisser les Aprilia, on va baisser l'avant et comme ça ils enlèveront toute la flotte. Hein. Avec les pélatards. C'est clair. Ça veut dire, on se moque, mais au Mans, il a pas fait très beau non plus. Ah ouais, mais voilà. Enfin, le Mans, c'est une tradition, tu vois. Ouais. il y a des traditions à respecter, monsieur. C'est clair. Bon, Olivier, je te dis à très très vite, très bientôt. Ouais, carrément, avec grand plaisir. On vous rappelle quand même qu'il y a le French Superbike à Carole la semaine prochaine pour ceux qui sont en région parisienne et qui veulent y aller. Je crois que c'est ouvert au public, j'espère. Ouais, passe sanitaire, évidemment. Ouais, passe sanitaire. C'est ouvert au public. Ouais, c'est ça. Donc, j'espère que vous allez kiffer. Et le lundi, il y a un roulage à Carole. Oui, l'Open Mutuelle des motards, qui organise évidemment des roulages et auquel je participerai. Alors, je suis pas à la Mutuelle des motards, je suis chez un autre assureur, mais ils sont pas racistes. Ils sont inclusifs, on va dire. Tous. Ils sont inclusifs, voilà, ils sont inclusifs. Donc, on paye un peu plus cher quand on n'est pas à la Mutuelle, mais voilà, ça va être cool. Alors, je crois qu'il y aura Kenny Forêt notamment en prof. Ça va être top. Ouais. Ouais, et ouais, j'ai hâte d'y retourner. J'ai pas roulé depuis que je me suis bourré à Carole. Ça fait 2 ans, putain, vache, ça passe vite. Mais voilà, je vais essayer de passer sous la barre des 1 minute 15. On va essayer. Bonne chance à toi. Je rappelle que le record de la piste, il est à 58 secondes. Ah ouais, voilà. Ouais, mais c'est des vrais, c'est des pros. Ouais, et puis moi, je roule pas toutes les semaines non plus. Hein. Putain, chacun son métier. Putain, arrête de chercher des excuses. Allez, gaz, et puis ça va passer. Bon, allez. Faut dire que ça passe. Merci à tous. Salut à tous. Olivier, à la prochaine. Ciao. Ciao.